Donc voilà, moi je suis Cyril Lakesh. Vous pouvez me retrouver sur Twitter sur cette adresse, Cyril_Lakesh. Et donc je vais vous présenter comment on anime la techno dans une entreprise où on a énormément de développeurs et de techos. Ça se compte en centaines, voire en milliers de personnes. Comment on fait quand on travaille à l'échelle pour animer la technologie? Pour ça, je vais vous retracer un petit peu l'histoire. Il y a quelques années, en 2010 environ, on était les pros du CMMI. On travaillait beaucoup en cycle en V. On avait des silos entre les différentes équipes. On avait du mal à collaborer entre nous. On prenait énormément de temps pour sortir des projets et souvent, ils étaient à côté de la plaque par rapport aux besoins métiers. Ça, c'était il y a très longtemps et donc on voulait sortir de ça. Également, on avait une forte tendance à l'externalisation. C'est-à-dire qu'on faisait un maximum de choix techno pour pouvoir utiliser des solutions éditeurs toutes faites externes. Quand on faisait des développements, on les faisait au forfait en externe également, sans trop se soucier de la qualité. Et le peu de développement qu'on faisait nous-mêmes, on le faisait principalement en s'appuyant sur de la prestation. Et du coup, on avait une perte de maîtrise technique au sein de l'entreprise. Donc, il n'y avait pas de pérennité dans les choix qu'on faisait et dans les applicatifs, dans le système d'information, puisqu'on n'avait pas de sachant en interne sur la partie technique. Donc du coup, pour pouvoir pallier à ça, on avait mis en place une règle qui était qu'il n'y avait qu'une seule technologie principale pour pouvoir faire vivre la techno dans l'entreprise. Et en plus, on avait une sorte de framework maison qui était obligatoire et qui permettait de gérer les différents cas d'usage et les différents besoins de tous les développements. Et comme vous le savez, ce genre d'approche, ce n'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner, qui va être pérenne dans le temps. Et ça avait des conséquences sur la qualité. Et du coup, on avait tout un tas d'autres problèmes, mais c'était des problèmes assez classiques dans toutes les grandes entreprises à l'époque, il y a 10 ans. Notamment, on ne faisait pas attention aux pratiques d'ingénierie, on ne faisait pas de tests, on ne faisait pas de déploiement automatisé, on ne faisait pas toutes les choses qui aujourd'hui vous paraissent évidentes. Du coup, on voulait sortir de ce mode-là parce que l'un des buts d'AXA, le leitmotiv, c'est de faire en sorte que tout le monde soit serein dans son quotidien. C'est le but d'un assureur pour tous ses clients. Et donc, ce n'était pas logique d'avoir un IT qui n'était pas en phase avec notre état d'esprit. Du coup, pour vous faire un petit rappel, AXA, ce que c'est une boîte d'assurance qui a plein de métiers différents. Donc, on fait de la protection des biens, des personnes, des habitations, des automobiles, de la santé, on fait de la gestion d'actifs, de la retraite, on fait tout un tas de choses, on le fait pour les particuliers, on le fait pour les entreprises. Donc vous imaginez à peu près la taille du système d'information et de l'organisation qu'on va avoir derrière ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le monde, AXA, c'est plus de 165 000 personnes, dans plus de 64 pays, 100 milliards de chiffre d'affaires, 100 millions de clients, plus de 33 000 personnes en France, qui représentent un quart de l'activité. On est dans les leaders mondiaux de l'assurance. Et donc, le but, ce n'est pas de se faire mousser, c'est juste de vous dire que c'est une entreprise énorme. Et donc, au niveau de l'IT, juste pour la France, c'est environ 2000 personnes et plus de 400 développeurs. Plus plein d'ops, de sysadmin, d'architectes, de testeurs. Donc on est plusieurs centaines de personnes qui font de la techno dans l'entreprise, réparties sur plus de 50 équipes et qui gèrent plus de 250 applications au total. Donc pour pouvoir sortir de tous les problèmes que je vous ai montrés avant et dans le contexte que vous connaissez maintenant, on s'est transformé en feature team. Donc vous connaissez tous, il y a pas mal de littérature sur ce sujet. On a adapté le modèle feature team dont le but est de faire en sorte que les équipes soient pluridisciplinaires et autonomes pour pouvoir atteindre un objectif commun et se focaliser uniquement sur un pan métier et ne pas faire tout en même temps. Donc le but, c'est de sortir du mode de fonctionnement qu'on avait avant avec des équipes qui étaient dédiées par technologie. Une équipe qui faisait les frontaux web, une équipe qui faisait les API, une équipe qui va faire les éditiques, l'édition. Et quand ces équipes devaient travailler ensemble, c'était assez complexe. On devait faire un système de bons de commande, de contribution, de refacturation interne, et je vous en passe, qui faisait que ce n'était pas très efficace. Donc on voulait passer sur un mode où les équipes, elles étaient pluridisciplinaires, avec toutes les compétences au sein d'une même équipe, et autonomes. Mais on avait un risque, c'est que ces équipes, elles se divergent dans la techno, dans les pratiques, dans les outils. Et pour pouvoir pallier à ce risque, on a fait un choix, c'est de passer en feature team, mais en conservant une notion forte de communauté entre ces feature teams et entre ces équipes. Donc pour mettre ça en place, donc voilà une feature team, une tribu typique. Au sein d'une tribu, d'une feature team, on va avoir plusieurs domaines métiers. Au sein d'un domaine métier, on va pouvoir avoir plusieurs équipes, plusieurs squads, comme on les appelle. Et au sein d'une squad, on va avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser le service dont s'occupe cette squad. Des développeurs, des tech leads, des testeurs, un product owner bien sûr, etc., des architectes. Et toutes ces équipes, elles travaillent sur un produit, un service dédié, et c'est cohérent au sein de la tribu. Et on peut voir peut-être sur les slides légèrement, on voit le mot guild qui apparaît, on voit que tous les développeurs ils sont reliés entre eux, ils forment une communauté, pareil pour les testeurs, pareil pour les ops. En fait, hiérarchiquement, ces personnes-là, les développeurs, ils sont rattachés à une même direction, même s'ils sont dans des feature teams différentes, même s'ils sont dans des squads différentes. Ce qui fait que ça nous permet de conserver une certaine cohérence, puisque d'un point de vue managérial, ils sont gérés
tous ensemble. Par contre, ils sont chacun dans des feature teams et ils s'occupent d'un métier en particulier. Donc on a une organisation qui est à double dimension, qui nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc une fois qu'on a mis en place cette organisation qui nous permet de sortir des problèmes d'ingénierie qu'on avait avant pour pouvoir les déployer plus largement et s'améliorer, on s'est appuyé sur différents rôles. On a créé des rôles, on a valorisé certains rôles, comme par exemple le rôle de tech lead, qui a pour but en gros d'accompagner l'ensemble des équipes et des développeurs pour améliorer la qualité, les pratiques, les outils dans l'entreprise. Donc on avait déjà des tech leads avant. Par contre, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a commencé à grandir. La DSI s'est agrandie. On a eu de plus en plus de tech leaders, de plus en plus d'équipes, et on a mis en avant ce rôle. On leur a donné plus de responsabilités et plus de temps également pour le faire. On s'est mis d'accord notamment par exemple sur ce rôle. Un tech lead, c'est pas un super héros. C'est pas sans qui rien ne peut se passer dans l'équipe. C'est pas un dictateur qui fait des choix techno. On doit plutôt travailler par consensus. C'est pas non plus quelqu'un qui travaille dans une tour d'ivoire. Il doit faire du développement avec le reste de l'équipe également. Et c'est pas non plus quelqu'un qui fait 100% de développement. Le tech lead, il doit garder du temps pour pouvoir faire un certain nombre de tâches spécifiques qu'on verra juste après. Donc on s'est mis d'accord sur ce rôle. On s'est appuyé sur les tech leads pour diffuser les bonnes pratiques. Et on s'est fait accompagner aussi largement par Octo, pour nous aider à cranter et à aller plus loin en termes de qualité dans nos pratiques au quotidien. Et donc du coup, on s'est appuyé sur le livre blanc d'Octo qui s'appelle Culture Code, que je vous invite à lire, qui présente une manière de voir les choses sur comment mettre en place une culture du code dans votre entreprise, et notamment le rôle du tech lead. Donc avec 4 piliers sur le rôle du tech lead: formateur, expert, coach et facilitateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a validé. On a eu beaucoup d'accompagnement, de formation, de coaching par cette entreprise pour pouvoir faire en sorte que certaines équipes pilotes puissent montrer l'intérêt de s'améliorer sur la qualité. Et comme on était content du résultat, on a commencé ensuite à le diffuser plus largement sur l'ensemble de la DSI. Donc il faut rappeler que les tech leads chez AXA, donc ils sont au sein chacun est dans une squad, dans une équipe, mais on doit travailler avec d'autres équipes dans une DSI. Et donc on a rajouté dans le rôle du tech lead également le fait d'avoir comme objectif de créer du lien avec les autres équipes, donc de partager les bonnes pratiques qui sont créées dans son équipe avec le reste du monde, et de récupérer les bonnes pratiques qui sont créées ailleurs et de les importer dans son équipe. Donc de faire une sorte de pont entre son équipe et le reste du monde. On a également demandé au tech lead de s'assurer qu'on faisait de la réutilisation des composants au sein de son équipe. Plutôt que chaque équipe vienne recoder des composants similaires, on les incite, les tech leads, à réutiliser des composants, à réutiliser des bonnes pratiques, à réutiliser des outils pour faire en sorte d'apporter de la cohérence dans le système d'information. Pour ça, l'entreprise a investi, encore une fois, on a donné du temps à ces gens-là, aux développeurs et aux tech leads. Un tech lead, il doit rester développeur au moins à 50% de son temps, et il peut être développeur jusqu'à 80% de son temps. Par contre, il doit se réserver 20% de son temps pour pouvoir faire justement les tâches transverses que j'ai données tout à l'heure, ce qui correspond à peu près à un jour par semaine qui va être dédié pour pouvoir améliorer le partage au sein de l'IT. Une fois qu'on a créé ces rôles et qu'on s'est outillé, on s'est organisé pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques, on a choisi ces pratiques et ces outils sur lesquels on voulait s'améliorer. Donc on les a classés par différentes catégories: l'agilité, le craft, le testing et les ops. Et par exemple, on a voulu passer tout le déploiement complètement automatisé, faire des tests, du BDD, du TDD, utiliser certaines pratiques agiles, comme par exemple les 3 Amigos, qui est un atelier qui permet de réunir le PO, le testeur et le développeur, se mettre d'accord sur vraiment les attentes quand on vient réaliser une user story, pour s'assurer que quand ce besoin est développé, ça correspond bien à ce qui était attendu. Puisqu'on va, grâce à l'exemple mapping, par exemple, pouvoir définir clairement quels sont les tests d'acceptance pour pouvoir valider ce besoin. Donc on a créé des fiches qui permettaient de détailler l'ensemble des pratiques qu'on a vues juste avant. On a créé autant de fiches qu'on a de pratiques sur cet écran. Par exemple, la revue de code collectif qui était très peu pratiquée avant. Comment faire pour que les équipes puissent apprendre les unes des autres au sein d'une même équipe sur le code, en partageant, en faisant des remarques. Comment mettre en place les pull requests. Donc on a créé toutes ces fiches pour que les gens du métier qui ne connaissent pas du tout l'IT soient conscients exactement de qu'est-ce que ça veut dire mettre en place l'infra as code, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place les pull requests, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place tout ce jargon technique qui pour eux ne parle pas. Et on a également fait de l'accompagnement à l'ensemble de ces équipes pour pouvoir augmenter leur niveau de maturité. Donc comme on a des centaines de développeurs et des dizaines d'équipes, tout le monde n'a pas le même niveau dans tous les domaines. Et donc on a créé cette matrice qui permet de savoir pour une équipe où elle se situe en fonction des pratiques et des outils qu'elle a mis en place, en phase avec les fiches de description qu'on a vues juste avant. Comme ça, on peut savoir s'il y a une bonne progression de cette équipe dans le temps, ou au contraire, si elle régresse.
Donc une fois qu'on a défini les pratiques, on sait mesurer où est-ce qu'on se situe dans ces pratiques, on a de l'accompagnement des équipes pour pouvoir s'améliorer sur ces pratiques, on a également des indicateurs qui permettent de savoir si par exemple le nombre de bugs diminue ou augmente, quelle est la tendance de la dette technique. Ça, c'est des termes qu'on utilisait très peu avant, qui n'étaient pas du tout connus. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs pour surtout vérifier l'amélioration. Ce n'est pas la valeur absolue qui compte, c'est surtout le fait, la tendance, de vérifier que les équipes s'améliorent. Et donc, une fois qu'on a valorisé ça, qu'on a mesuré ça, qu'on a communiqué ça globalement à toute la DSI, qu'on a le support de la direction et que tout le monde est objectivé pour améliorer la qualité et, comme on dit, raise the bar, du coup, c'est beaucoup plus simple. On n'a plus ces discussions avec le PO pour justifier le fait de faire des tests unitaires. C'est quelque chose qui est demandé au plus haut dans l'entreprise pour améliorer la qualité et la pérennité de notre code. Ça facilite grandement les choses. Donc, une fois qu'on a mis en place tout un tas de nouvelles pratiques, qu'on les a diffusées très largement, ça évolue, ça bouge beaucoup. Comment on fait pour s'y retrouver? Comment on fait pour les animer? Parce qu'il y en a des nouvelles qui arrivent tout le temps, des technos, ça bouge tout le temps. Et donc, on a dit aux développeurs, créez vos communautés. Historiquement, on n'avait qu'une seule communauté, c'était la communauté des tech leads, qui gérait à peu près tout ce qui était transverse. Mais en grossissant, cette communauté ne pouvait plus gérer et adresser tous les besoins transverses de toute la DSI. Et donc, on a dit aux développeurs, vous pouvez créer toutes les communautés de votre choix, et vous allez avoir du temps pour les animer, pour ceux qui vont être leaders. Il n'y a pas forcément besoin d'être tech leader pour animer une communauté. On peut être également développeur, ou peu importe le rôle, et tout le monde peut rejoindre la communauté de son choix. La communauté, on va leur mettre à disposition des outils. C'est tout simple, hein, c'est les mêmes outils que les projets. Ça va être Jira, Confluence, VSTS, GitHub et j'en passe, pour qu'ils puissent créer et animer des projets qui sont transverses à leur feature team. Donc on va créer un nouveau rôle encore dans la structure qui va être le rôle d'animateur, de leader de communauté, qui va être encore une fois valorisé, qui va avoir des objectifs et des responsabilités nouvelles dans son quotidien en lien avec son manager. Donc on a tout un tas de communautés qui se sont créées, forcément, des dizaines. Là, on a une communauté sur le déploiement continu, sur Azure, sur Node.js, sur Java, sur .NET, sur la mobilité, sur le dev front-end. Bon, c'est normal, on a plusieurs centaines de développeurs, d'ops, etc. Donc forcément, on a tous des appétences et des envies, des intérêts différents. Et toutes ces communautés, elles vont pouvoir se réunir régulièrement, faire des projets en commun. Par exemple, sur de l'innovation techno pour tester des nouveautés, faire des études de faisabilité, faire des POC divers et variés. Ça peut être également la création de composants dont je parlais tout à l'heure qui vont être réutilisables au sein de la communauté, au sein des différentes équipes. Ça va être des guides de développeurs et des bonnes pratiques qui vont être diffusées pour s'aligner sur les manières de faire. Ça peut être de l'accompagnement quand il y a des équipes par exemple, qui sont très en retard sur les bonnes pratiques craft. On va avoir la communauté craft qui va venir faire des dojos, des ateliers dans ces équipes-là pour les accompagner sur la montée en compétences de ces nouvelles pratiques. On va avoir également du partage, tout simplement, pour se tenir informé de ce qui est fait au sein des communautés, au sein des équipes, et également de l'entraide. Parce que quand des fois, ça nous arrive d'être bloqué dans un domaine, et on va avoir un moyen de contacter la communauté dans ce domaine-là pour avoir une réponse pour se débloquer. Un des exemples, c'est il y a quelques temps, il y a 2 ans, on était beaucoup sur AngularJS historiquement, et on devait migrer sur une nouvelle stack techno. Et ce n'est pas une équipe d'architectes dans leur coin qui a défini cette nouvelle stack techno, c'est la communauté front-end qui a fait un benchmark des différentes technos, et qui par consensus a fait le choix, en comparant Angular, React.js, Polymer, Vue, etc., de choisir React.js pour passer d'AngularJS à React.js, qui est une nouvelle techno très en vogue et très massivement répandue. Donc voilà, c'est le genre de tâche qu'une communauté va être amenée à faire. Et après, cette communauté, elle a dû se mettre en ordre de marche, une fois qu'elle a fait ce choix, pour pouvoir mettre à disposition des composants réutilisables qui facilitent le fait de créer des projets dans cette nouvelle stack, faire de la formation et de l'accompagnement pour qu'on puisse passer de cette ancienne façon de faire, ces anciennes compétences, à cette nouvelle compétence. Maintenant qu'on a plein de communautés, plein d'équipes, des centaines de développeurs, comment on s'y retrouve dans tous ces choix technologiques qui évoluent tout le temps? Et pour ça, on a réutilisé le concept de radar techno qui est fait historiquement, moi je connaissais ça par Southworks, qui est une entreprise de consulting, et on l'a adapté à notre besoin. Donc je vous l'expliquerai rapidement. On a tout plein de technologies qui sont utilisées dans l'entreprise. On va les classifier en fonction est-ce que c'est des techniques, des outils, une plateforme, des langages, des frameworks. On va la classifier et ensuite, pour chacune de ces technos, on va mesurer notre niveau de maturité. Je vais vous faire un exemple pour savoir en gros où est-ce qu'on se situe, quelle est notre maturité avec cette techno dans l'entreprise. Et par exemple, si on a une nouvelle communauté qui veut utiliser une nouvelle techno qui n'est pas encore utilisée chez AXA, on a un process qui est public, qui est connu, et ce radar il est accessible à tous pour savoir qu'est-ce qui est utilisé en technologie chez AXA. Donc, par exemple, une communauté veut pitcher une nouvelle techno, c'est tout simple, une personne ou 2 personnes viennent pitcher cette techno devant un collège de personnes qui sont référents
de différents profils dans l'IT. On va avoir par exemple un référent de l'architecture, de la sécurité, un référent de la partie sysadmin ops, un référent de la partie développement. On peut aussi avoir des guests invités en fonction de la techno en question. Et ce pitch, il doit être soutenu par une communauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir tout seul dire ouais, « moi je vais mettre en place une nouvelle techno » sans en avoir parlé au sein de la communauté correspondante avant et d'avoir eu un consensus au sein de cette communauté pour le mettre en œuvre. Donc on vient pitcher cette techno, on la décrit, on raconte un peu l'expérience qu'on a dans cette techno et l'expérience qui existe ailleurs. On vient faire une analyse assez classique, avantages, inconvénients, risques, opportunités. On vient parler également des coûts que cette techno peut engendrer. Et avec le collège d'experts dont on a parlé juste avant, on va venir définir un certain nombre de critères de validation pour que cette techno soit utilisée dans la boîte. Donc ensuite, on va trouver un projet pilote pour faire un POC sur cette techno sur un périmètre restreint. Une fois que ce pilote aura été réalisé, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, on va venir faire un feedback, un retour d'expérience sur cette techno. Est-ce qu'elle correspond vraiment à tout ce qu'on s'était dit il y a 2-3 mois? Et on va mesurer où est-ce qu'on en est. Et on va également pouvoir mettre des restrictions d'usage à cette techno en fonction des feedbacks qu'on a eus par cette équipe. Une fois, ce qui peut se passer, c'est que cette techno ne correspond pas à nos besoins. On s'aperçoit que ce n'était pas l'intérêt escompté, donc on peut la déprécier et la refuser. Ou alors on peut la renforcer, la déployer plus largement sur plusieurs équipes, pour ensuite peut-être en faire un standard qui sera peut-être un jour rendu obsolète et déprécié également. Voilà pour le cycle assez classique. Et ça, par exemple, c'est la partie du radar, langage et framework qui est chez AXA, en ce début d'année. On voit qu'il y a beaucoup de technos qui sont utilisés, avec différents niveaux de maturité. Peu importe, le but, c'est pas d'entrer dans le détail, mais on voit qu'on s'est étoffé par rapport aux technos qu'on pouvait avoir avant. Donc avant, on avait une seule techno majoritaire qui était .NET. On a continué d'investir sur .NET. On est passé à .NET Core et à ASP.NET Core. On est en train, en tout cas, de le faire. Et on a maintenant d'autres technos qui sont arrivés avec la communauté de Node.js qui s'est créée il y a quelques temps. On a pu faire en sorte que Node.js devienne une techno majeure utilisable dans l'entreprise. Et maintenant, les feature teams, les équipes peuvent choisir, en fonction de leurs besoins, la techno qu'elles souhaitent. Et on a Java également qui est en cours de construction et qui va permettre d'avoir comme ça différents langages, différentes plateformes pour pouvoir faire du développement. Donc une fois qu'on a mis ça en place, donc on a vu que les technos évoluaient, on a plein de technos dans notre radar. Comment on fait pour se tenir au courant un peu de tout ce qui se passe au sein de toute cette communauté? Donc en fait, on a un point de synchronisation qui a lieu toutes les semaines avec l'ensemble des leaders de communauté. Et au sein de ce point de synchro, chaque communauté va venir de temps en temps présenter son avancement par rapport aux choses qu'elle a faites depuis 2-3 mois. Donc tous les 2-3 mois, une communauté vient et présente, voilà, on a travaillé sur telle techno, on a testé ça, et on le partage avec l'ensemble des communautés. Et on va faire ça régulièrement, comme ça nous permet de faire en sorte que tout le monde dans la communauté des développeurs soit au courant. Et ensuite, on va pouvoir le diffuser largement sous forme de newsletter, sous forme de présentation dans les équipes pour pouvoir informer tout le monde de ce changement et de ce virage dans les technos chez AXA. On va également utiliser ce point de synchro qui a lieu toutes les semaines. On va l'utiliser pour partager des choses qui sont très transverses au sein de l'entreprise. Par exemple, on va avoir une évolution sur la manière dont on utilise le cloud, parce qu'on a une migration massive sur le cloud, ça concerne énormément de communautés, et on va utiliser ce point de synchro pour le partager. Et c'est une manière pour nous d'animer la technologie et de faire en sorte d'embarquer autant de personnes, des centaines de personnes, pour avancer vers un point tous ensemble. Donc, si je fais un récap de tout ce qu'on a dit jusqu'avant, donc on était dans un contexte où on avait beaucoup de problèmes, qui étaient assez communs il y a 10 ans. On s'est appuyé, on s'est fait accompagner, on a créé des nouveaux rôles, RH également dans l'entreprise. On a défini ensemble des pratiques d'ingénierie qu'on voulait mettre en œuvre. Une fois qu'on a mis en place ces bonnes pratiques et ces outils, on les a diffusés, on a fait de l'accompagnement de l'ensemble des équipes et on a laissé libre cours aux développeurs le fait de créer leur propre communauté. On leur a également donné du temps et des outils pour pouvoir l'animer. Ensuite, pour pouvoir s'y retrouver, on a utilisé le concept du radar techno pour pouvoir suivre la maturité qu'on avait avec ce collège de validation du radar techno qui a lieu régulièrement. Et on a des points de synchro réguliers qui permettent de tenir informé l'ensemble de la communauté des développeurs et des ops, etc., de tout ce qui s'y passe. On a fait aussi tout un tas d'autres choses. Par exemple, on a mis en place un certain nombre de choses autour de l'animation d'événements. Comment on fait pour que tout le monde puisse se former continuellement et de créer un état d'esprit et de donner de l'importance au fait de se former les uns les autres.
Et donc, on a inculqué ce mindset en animant un certain nombre de meet-up, en sponsorisant des meet-up, en animant des meet-up en interne, en créant des brown bag lunch, des présentations sur le temps du midi, où on invite des experts externes qui viennent partager leur savoir. On fait aussi des BBL avec des internes qui viennent partager. On ouvre ces BBL au public pour faire rentrer des choses un petit peu qui viennent de l'extérieur dans l'entreprise. On se met à sponsoriser dans différents événements et on accompagne également les développeurs et les tech leaders à devenir speakers, à prendre la parole en public, à se former sur la prise de parole et à venir partager avec l'extérieur et en interne. Et c'est valorisé dans l'entreprise et on est objectivé pour le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.